Bonjour à tous, ici Quentin pour Aerospace. Nous vous présentons ici la suite de la vidéo sur les disques protoplanétaires qui présentaient ces objets ainsi que leur évolution. Maintenant que nous savons ce qu'est un disque protoplanétaire et comment il évolue, nous allons nous intéresser aux travaux de Jason Champion. Jason est doctorant à l'IRAP, Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. La modélisation est une étape essentielle de la méthode scientifique. En faisant des hypothèses sur la manière dont le monde fonctionne, on peut réaliser un modèle basé sur ces hypothèses et comparer les résultats obtenus avec les observations expérimentales. Si les résultats expérimentaux et les résultats du modèle sont les mêmes, on peut en déduire que nos hypothèses de départ étaient justes et que notre modèle décrit bien la réalité. Dans les faits, la réalité est trop complexe, on ne peut pas prendre en compte tous les facteurs. Alors, les chercheurs font des hypothèses simplificatrices. Ils peuvent négliger certaines forces, approximer la forme de l'objet étudié, ou alors considérer certaines grandeurs comme nulles ou constantes, alors qu'en réalité elles ne le sont pas exactement. Alors bien sûr, on perd en précision sur les résultats du modèle. Ils ne seront pas parfaitement fidèles à la réalité. Mais ce n'est pas très grave, d'abord parce que cela rend le modèle beaucoup plus facile à résoudre numériquement, et ensuite parce que les mesures expérimentales aussi sont imprécises. Inutile d'avoir un modèle précis à 0,1% si les mesures physiques auxquelles nous allons confronter le modèle ont une marge d'erreur de 1%. C'est cette méthodologie et cette réflexion scientifique que nous allons vous présenter à travers les travaux de Jason Champion, qui a, lui, modélisé un disque protoplanétaire en une simple ligne droite. Pour amener ce disque en forme de nœud papillon vu en coupe à une simple ligne, Jason Champion a effectué une série de simplifications. D'abord, la vitesse de rotation ne l'intéresse pas. D'une part, elle est facilement connue, puisqu'elle ne dépend que de la distance à l'étoile et de la masse de celle-ci. D'autre part, il regarde comment les particules sortent du nuage. Donc, pour faire simple, seule leur vitesse verticale pourrait l'intéresser sur le schéma. La première approximation consiste donc à considérer une distribution keplérienne de la vitesse orthoradiale, qui est la vitesse associée à la rotation. Et par symétrie, en tournant autour de l'axe de rotation du disque, celui-ci peut être étudié en coupe. Ensuite, le rayon maximal d'un disque protoplanétaire est environ 10 fois plus grand que son épaisseur maximale. Voici une illustration avec des carrés de ce que cela signifie. Vous comprenez maintenant que les chercheurs considèrent le disque comme plat, avec une absence de vitesse verticale en son sein. Mais attention, il ne faut pas oublier que puisque l'épaisseur varie, la quantité de gaz à une distance donnée de l'étoile dépend de cette épaisseur. Les chercheurs en tiennent compte à l'aide de la grandeur sigma, densité surfacique de masse à une distance donnée r, obtenue en additionnant toute la masse dans la colonne à la distance r. Ainsi ne reste-t-il qu'une formule, avec une ligne, au centre de laquelle se trouve l'étoile bien sûr. Ce que l'on peut encore simplifier car le problème est symétrique, d'où la configuration finale, beaucoup plus simple à étudier qu'initialement. Il s'agit désormais pour le chercheur de mettre le problème en équation. Qu'est-ce qui régit l'évolution du disque ? Deux principes de conservation sont pris en compte, la conservation de la masse du gaz et la conservation du moment cinétique du gaz. En prenant aussi en compte l'équation de Navier-Stokes, une équation qui permet de décrire les mouvements de fluide, le problème peut être décrit par l'équation que vous voyez. Bon, on a une équation, plus qu'à la résoudre et c'est terminé, non ? Eh bien, pas tout à fait, il reste un dernier élément à prendre en compte. Je ne vous avais pas dit que la situation qu'étudient nos chercheurs est particulière. Ils n'étudient pas l'étalement du disque, mais sa photoévaporation, c'est-à-dire son évaporation due à la réception de radiation d'une étoile. Mais attention, non, je ne parle pas ici de l'étoile au centre du disque qui s'est formée par accrétion. Il s'avère que dans l'étude des chercheurs, une étoile très massive, d'une masse supérieure à 10 masses solaires, se trouve proche du disque. Elle irradie donc celui-ci depuis l'extérieur, sachant qu'elle est suffisamment loin pour considérer qu'elle chauffe tout le disque uniformément, c'est-à-dire de la même façon. De cet éclairement uniforme résulte une énergie cinétique thermique uniforme. Sur le graphe, en bleu, vous voyez qu'elle est constante, avec une valeur arbitraire. Si l'énergie cinétique thermique des molécules est supérieure à leur énergie potentielle de pesanteur, alors l'excitation thermique l'emporte sur l'attraction gravitationnelle. Les molécules réussissent donc à quitter le disque. Dans le cas limite d'égalité des deux énergies, on peut définir une vitesse de libération que doivent atteindre des molécules pour quitter le nuage, comme une fusée doit décoller suffisamment vite pour vaincre la gravité terrestre et s'évader dans l'espace. C'est cette évasion, par agitation thermique,
que l'on appelle une évaporation du disque, qui est un mécanisme de dissipation de ce dernier. Mathématiquement, cette influence de l'étoile massive se traduit par l'apparition d'un nouveau terme dans l'équation à résoudre. C'est pourquoi les chercheurs résolvent une équation qui ressemble plutôt à ça. Parlons maintenant de la résolution numérique de notre équation. L'évolution du disque a été modélisée. On connaît l'équation à résoudre informatiquement. Et oui, informatiquement, car elle est trop complexe pour être résolue à la main. Reste donc à savoir quand la simulation commence, quand elle se termine, et à définir des critères précis de limite du disque. En ce qui concerne les conditions initiales, qui définissent le début de la simulation, les chercheurs utilisent des conditions observées, des paramètres d'un disque déjà formé dans l'espace. Les paramètres à connaître pour faire marcher la simulation numérique sont les suivants. D'abord, le profil de température dans le plan médian du disque, donc au sein de tout le disque, vu le modèle de disque plat adopté par Jason Champion. Cette température est utile car elle influe sur la viscosité du disque, qui est responsable de son étalement et donc d'une partie de l'évaporation en périphérie du disque. Ensuite, la température à la surface du disque, qui vaut 1000 Kelvin et qui est obtenue grâce à des observations. Passons maintenant aux conditions aux limites. Elles sont divisées en deux. Au centre, le disque n'atteint pas l'étoile. En effet, lorsque le gaz et la poussière s'approchent trop de l'étoile, celle-ci les aspire. Il existe donc un no man's land entre l'étoile et le disque. De fait, la simulation a pour contrainte qu'en dessous de R-, n'existe aucun gaz. En périphérie, la matière atteint une zone où les radiations de l'étoile font s'évaporer le gaz. Pour autant, il faut bien réfléchir avant d'imposer un rayon maximal au disque. Pour comprendre en quoi cela peut être problématique, il faut déjà savoir qu'un ordinateur résout de tels problèmes par petits intervalles de temps successifs ΔT en tâtonnant. Considérons un instant T0 lors duquel le gaz n'est pas dans la zone d'évaporation. Entre T0 et T0 plus ΔT, la viscosité peut étaler du gaz jusqu'à la zone d'évaporation. Imaginons qu'elle en transfère une grande quantité d'un coup. Alors la grande quantité de gaz ne va pas s'évaporer immédiatement, car le gaz au centre de ce panache est moins chauffé que celui en périphérie. Il reste donc, à l'instant T0 plus ΔT, une petite quantité, ce qui ralentit le transfert suivant de gaz. Mais si le chercheur avait imposé qu'au-delà d'un rayon Rmax, il n'y ait plus de gaz, alors à T0 plus ΔT, il n'y aurait eu aucun gaz restant, ce qui aurait été incorrect, et ce qui aurait faussé le résultat futur puisque le transfert de gaz suivant n'aurait pas été ralenti. De fait, le chercheur fixe un rayon au-delà duquel il y a évaporation, mais le rayon maximal de la simulation en est tellement loin qu'il n'est jamais atteint, l'évaporation ayant lieu avant que le gaz ne l'atteigne. Enfin, la simulation prend fin lorsque le disque est évaporé. Voici les résultats de la simulation, présentés par Jason Champion lui-même. Avant de modéliser, la première chose à faire, c'est de réaliser des observations. Les disques en évaporation les plus impressionnants sont ceux-ci, c'est ce qu'on appelle des proplides. Au centre, vous voyez une zone brillante circulaire, c'est le disque protoplanétaire. Autour, la large enveloppe est une enveloppe de gaz qui est nourrie continuellement par la perte de matière du disque. Ce disque, en effet, on l'a vu, il est très chaud, 1000 K, 1000 Kelvin, et donc on s'attend avec cette température-là à ce qu'une grande partie du disque s'échappe facilement. Et donc par exemple, un tel disque peut, en un an, perdre 100 millième de sa masse. Alors 100 millième, c'est pas beaucoup, mais si le rythme est régulier, ça veut dire qu'en 100 000 ans, il ne reste plus rien. Et ça, pour les planètes, c'est problématique. Il faut au moins 1 million d'années. Mais c'est pas si simple, c'est pas régulier, et pour ça, on va les modéliser. Voici un profil de sigma en fonction du rayon d'un disque qui a déjà été observé. Regardons comment sa viscosité le fait évoluer. Évidemment, on l'a vu, la viscosité fait étaler le disque, donc il s'étend à l'extérieur. À l'intérieur, la viscosité entraîne la matière vers l'étoile, c'est l'accrétion. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'évaporation. C'est ce qui se passe à l'extérieur du disque à cause de la forte chaleur. Maintenant, reprenons la simulation en ajoutant la photoévaporation. Ce que vous voyez ici, c'est le disque externe qui perd beaucoup de masse et qui disparaît en seulement 100 000 ans. Le disque interne, lui, perd aussi de la masse, mais beaucoup plus lentement. Au final, 100 000 ans, on l'a vu, c'est trop difficile pour les planètes. Ils n'ont pas le temps de se former. Malheureusement, ces objets, ces proplides, sont encore trop jeunes aujourd'hui pour avoir formé des planètes. Il peut y avoir des indices de formation déjà, mais les télescopes actuels ne sont pas assez performants.
Donc la seule chose qui nous reste à faire pour le moment, c'est d'attendre les futures générations et affaire à suivre.